Alors, aujourd'hui, on va faire un petit survol des terreaux et paillis qui sont disponibles pour la bonne croissance de nos végétaux. C'est important de choisir le bon terreau pour la bonne utilisation. Dans le fond, le terreau, c'est ce qui va soutenir la plante pendant toute sa phase de croissance. C'est ce qui lui permet de bien se développer, de bien s'enraciner. Donc, c'est important là, d'investir dans un bon terreau pour le succès de nos plantations, de nos empotages. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire avec mon terreau? Il y a des terreaux qui vont servir pour empoter les végétaux en pot, puis il y a des terreaux qui vont servir pour la plantation en pleine terre. Donc, les terreaux d'empotage, c'est des terreaux qui généralement vont coûter un petit peu plus cher à l'achat, mais c'est des terreaux qui ont une belle structure qui va permettre à la plante de respirer au niveau des racines. Donc, on va avoir un 20% du terreau qui est destiné à la porosité pour l'air, pour l'aération. Donc, il y a un bon échange gazeux qui va se faire. Les racines vont pouvoir bien respirer. Les terreaux de plantation ont généralement pas cette structure-là, ce qui fait que si on les utilise pour mettre en pot, bien, tranquillement, pas vite, à chaque arrosage ou chaque fois qu'il pleut, le terreau va tranquillement, pas vite se compacter et on va perdre le 20% de porosité pour l'air. Et ça va faire en sorte qu'on va voir apparaître l'asphyxie racinaire. La plante va commencer à perdre des feuilles, les feuilles vont jaunir, la croissance va ralentir jusqu'à arrêter. Donc, c'est vraiment important le terreau d'empotage pour la plantation en pot. C'est des terreaux qui, oui, sont un petit peu plus chers à l'achat, mais qu'on va garder d'une année à l'autre. Donc, si vous utilisez vos pots d'une année à l'autre pour faire vos arrangements d'annuels, ben, on va juste enlever les annuels à la fin de la saison, les mettre au compost, mais on va garder notre terreau dans notre pot. Puis, à ce moment-là, on va pouvoir réutiliser comme ça l'année suivante. Donc, moi, j'utilise le même terreau pendant 3 ou 4 ans dans mes balconnières, dans mes pots. Et puis, à un moment donné, c'est sûr que là, il commence à y avoir trop de racines pour la plantation. Donc là, je vais le changer. Évidemment, si on hiverne nos pots à l'extérieur, ben, on va s'assurer à ce moment-là de les coucher pour pas qu'il y ait une accumulation d'eau dans notre pot. Mais comme ça, on peut vraiment garder notre terreau d'une année à l'autre. Donc, vous avez différents choix au niveau des terreaux d'empotage. Donc, en général, il va y avoir les terreaux qui sont sous forme de sacs de 30 litres, donc très faciles, sont prêts à l'emploi. Donc, celui-ci, c'est le terreau Ma Jardinière. C'est un terreau d'empotage qui est fait pour la culture en jardinière, en balconnière, en pot. On peut l'utiliser aussi là, pour nos plantes tropicales, nos plantes d'intérieur. Il convient très bien. C'est un mélange là, qui assure vraiment un bon drainage, mais tout en gardant aussi une certaine forme d'humidité. Donc, on réduit les besoins en arrosage. Donc, on va vraiment aider là, au niveau de la croissance de la plante. C'est un terreau, ce n'est pas un engrais. Donc, il faut aussi suppléer avec un fertilisant là, pour les plantes qui sont cultivées en pot. Elles n'ont pas la capacité d'aller explorer le sol en dehors de leur pot. Donc, on devient responsable là, de leur donner à manger de temps en temps. Donc, moi, je vais souvent comparer quand on va au buffet chinois, on prend une assiette et puis on met de la nourriture à l'intérieur de l'assiette. Donc, l'assiette est le support et puis la nourriture qu'on met à l'intérieur, c'est ce qui va nous permettre de grandir. Donc, si on prend juste du terreau, ben on a juste une assiette, mais on ne met pas de nourriture à l'intérieur, ben la plante va stagner, elle ne pourra pas grandir parce qu'elle n'aura pas de nourriture dans son pot. Donc, le terreau Ma Jardinière, on va pouvoir l'utiliser pour toutes les plantes d'ornement, mais on peut l'utiliser aussi pour la culture des plantes comestibles, légumes, fines herbes, etc. Pour les gens qui voudraient avoir une certification biologique de leur terreau, à ce moment-là, on va travailler avec le terreau d'empotage bio-urbain. Donc, il y a vraiment la certification biologique. Il va être excellent là, pour les potagers en pot. Et puis, il contient aussi de la fibre de noix de coco. Donc, on a moins d'arrosage à faire là, que certains autres terreaux. Donc, ça, c'est deux formats de terreau en sac de 30 litres.
Et celui-là ici, c'est le terreau d'empotage Berger BM8. Ce sont des ballots de 3 pieds cubes compressés. Donc, nous, c'est le terreau qu'on utilise pour toutes nos productions de jardinières, de balconnières, pour les pots. C'est un terreau qui retient bien l'eau. C'est un terreau qui contient de la mousse de sphène, du compost. Donc, ça va permettre d'avoir une réserve d'eau supplémentaire pour maintenir le niveau d'humidité dans les paniers, dans les grands contenants. Donc, 3 pieds cubes compressés. Évidemment, pour réussir à compresser comme ça, c'est qu'il a été séché beaucoup. Il n'y a plus d'humidité. Donc, quand on va ouvrir notre ballot, bien, ça va être important de le réhumidifier. Donc, on parle à peu près d'un 18 litres, 5 gallons d'eau qu'il faut ajouter à notre ballot pour le mélanger. Donc, moi, ce que j'aime faire, on va l'étendre et puis on va mettre un premier volume d'eau. On va mélanger à la pelle, défaire les grumeaux, et puis on va remettre de l'eau, puis remélanger une deuxième fois. Donc, ce qu'on peut faire pour faciliter l'opération, c'est de prendre le boyau d'arrosage et puis de regarder combien de temps ça prend pour remplir une chaudière de 5 gallons, de 18 litres. Et puis après ça, bien, ce temps-là, on le fractionne en deux. Par exemple, si ça a pris 1 minute, bien, je vais prendre un premier 30 secondes au boyau d'arrosage pour un premier arrosage de mon terreau. Je vais laisser mon terreau s'imbiber un peu d'eau. Je vais mélanger, puis je vais redonner un 30 secondes. Je vais relaisser encore gonfler le terreau, puis je vais remélanger une deuxième fois. Donc, comme ça, on va être allé porter l'eau un peu partout dans notre terreau, dans notre ballot. Il va avoir eu le temps de se réhumidifier pendant 5 à 10 minutes. Et puis après ça, on peut utiliser notre terreau pour faire nos empotages. Donc, soit de jardinière, de balconnière, nos gros pots à réserve d'eau, nos smart pots aussi, ça peut être très, très intéressant. Pour les plus petits formats de terreau, vous avez le terreau d'empotage pour plantes d'intérieur. Donc, c'est un peu l'équivalent du terreau ma jardinière qu'on a vu tantôt de 30 litres, sauf que là, on a des sacs de 5 litres ou de 10 litres. Donc, c'est un terreau qui est idéal pour les plantes tropicales. Il est approuvé aussi pour la culture biologique, donc on pourrait l'utiliser pour cultiver des plantes comestibles à l'intérieur. Il va contenir des fibres de coco, donc ça retient bien l'eau. On a des arrosages qui sont moins fréquents. Donc, mousse de sphène, humus, fibres de noix de coco, un beau mélange pour bien soutenir la croissance de nos plantes d'intérieur. En ce qui concerne les cactus, les succulentes, c'est des plantes qui demandent moins d'eau. Donc, à ce moment-là, on va travailler avec le terreau pour cactus et plantes grasses. C'est un terreau qui est à base de mousse de sphène, de sable, pour avoir un drainage rapide de l'eau, mais garder quand même un certain niveau d'humidité pour la plante. Donc, le fait d'avoir du sable aussi, ça va amener une stabilité au niveau du terreau, un bon support pour la plante. Il y a les orchidées qui vont demander un mélange particulier. Le terreau pour orchidées de Fafard est un terreau qui est très réputé sur le marché. Donc, il va contenir des gros morceaux d'écorce, des morceaux de noix de coco aussi. Donc, ça va permettre une bonne aération puis une bonne rétention d'eau aussi pour la plante. Donc, vraiment très, très intéressant au niveau de l'équilibre entre le drainage, l'aération, la rétention d'eau. Le terreau d'empotage pour violette africaine, mais c'est un terreau qui va contenir de la mousse de sphène, de l'humus, de la tourbe brune, de la perlite, de la chaux. Donc, c'est vraiment idéal pour avoir une bonne croissance au niveau des violettes africaines, une belle floraison, une croissance vigoureuse. Donc, vraiment, idéal pour ce genre de plantes-là. Donc ça fait le tour des terreaux d'empotage. Maintenant, au niveau des terreaux de plantation, quand on veut vraiment planter une plante en pleine terre à l'extérieur, on a différents choix. Dans un premier temps, on a le terreau de plantation Mix 3. Je vous dirais que c'est pas mal le terreau qu'on utilise le plus souvent.
Donc, c'est un terreau là, qui contient du fumier, de la mousse de sphène, du terreau. C'est pour ça qu'on l'appelle mix 3, donc il y a 3 composantes. Et puis, c'est le terreau qu'on va utiliser dans les sols soit sablonneux ou dans les lomes. La façon de planter va toujours être la même, peu importe que ce soit une vivace, un arbuste, un arbre. C'est-à-dire qu'on va faire une fosse de plantation qui va être 2 fois plus large, 2 fois plus profonde que la grosseur du pot. Donc, on va creuser notre trou, on va remplir le fond du trou avec notre terreau de plantation. On va arroser notre plante comme il faut pendant qu'elle est encore dans son pot. Comme ça, on s'assure de bien mouiller la motte. Et puis, quand on va sortir la plante du pot, là, on s'assure qu'elle est bien mouillée. Et puis, on va prendre de la mycorhize. C'est une farine qu'on va venir tapoter sur les côtés de la motte et sur le dessous. Donc, quand ça colle bien, quand ça colle plus, ben, on en a mis assez. Donc, la mycorhize, c'est un champignon qui va germer et qui va entrer en contact avec la racine de la plante et qui va faire une symbiose. Donc, ça va permettre à la plante de faire une extension de son système racinaire. Les mycorhizes vont pouvoir travailler pour la plante à aller chercher plus loin dans le sol l'eau et les éléments minéraux. Donc, en période de sécheresse, de canicule, ça devient hyper intéressant pour la plante. Et puis aussi, ben, quand le contact va se faire, le premier coup, la plante ne va pas reconnaître la mycorhize comme une amie. Elle va penser que c'est un agent pathogène, donc elle va mettre en place toutes ses réponses de défense. Et puis après, elle va se rendre compte que c'est une amie, donc elle va se calmer le système immunitaire. Donc, ce que ça va faire, c'est que, dans le fond, c'est comme un vaccin. C'est que là, toutes les réponses immunitaires ont été mises en place. Donc, le jour où il y a vraiment un agent pathogène qui se présente pour attaquer la plante, ben, elle est prête à se défendre. Donc, et la mycorhize va avoir un effet biostimulant aussi. Là, il y a certains composés qui vont permettre d'accélérer, d'optimiser le développement des végétaux. Donc, la mycorhize est vraiment intéressante lors de la plantation. C'est vraiment lors de la plantation qu'il faut le faire. C'est le plus tôt dans la vie de la plante et le plus près des racines. Donc, ça ne donne rien pour quelqu'un qui n'en aurait pas mis, de venir en saupoudrer sur le dessus. Là. Le contact va moins bien se faire. Donc, on pense à le faire à la plantation. Donc, on va s'assurer quand on dépose la plante sur notre lit de terreau, dans le fond de la fosse, que le dessus de la plante, le collet, va arriver au niveau du sol existant. On ne veut pas enterrer notre collet parce qu'on ne veut pas faire pourrir la plante. On va renchausser tout le tour de notre fosse de plantation avec notre bon terreau. Et puis par la suite, on peut mettre un paillis, mais encore là, le paillis n'entrera pas en contact directement avec le tronc parce qu'on ne veut pas que le paillis, l'humidité, vienne faire pourrir l'écorce. Donc, on va toujours garder 1 pouce ou 2 dégagé autour du tronc pour ne pas faire pourrir notre écorce. Par la suite, on va faire un bon arrosage. Puis, pendant les semaines, les mois qui vont suivre la plantation, on fait un bon suivi, surtout en période de canicule. Donc, quand on dit un bon arrosage, bien, vous avez vu dans quelle grosseur la plante était. Donc, si j'ai un 5 gallons comme pot, un 18 litres, ben, je vais apporter 18 litres d'eau à la plante. Donc, c'est pas juste de partir les gicleurs qui arrosent la pelouse ou juste de prendre le boyau d'arrosage, mouiller le feuillage, puis c'est pas ça l'arrosage. C'est vraiment de venir placer le boyau d'arrosage ou l'arrosoir directement au pied et s'assurer d'en apporter suffisamment. Pour savoir si c'est le temps d'arroser ou pas, ben on va gratter le sol. Quand on voit que c'est sec à 1 pouce de profond, c'est le temps d'arroser. Donc, encore là, ça ne donne rien d'arroser trop fréquemment, puis ça ne donne rien non plus d'arroser trop longtemps. De mettre le boyau d'arrosage au pied de la plante pendant 2 heures de temps, à part inonder le terrain, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, quand un client vient nous voir pour nous dire, ben les feuilles de mon arbre sont toutes mollassonnes, ben souvent c'est trop d'eau. Donc en posant des questions, en demandant comment l'arrosage se fait, ben on est capable de déterminer là, des fois que la personne veut trop bien faire. Donc voilà. Donc ça, c'est la plantation au niveau du sol quand on est dans un sol qui se draine bien, un sable, un loam. Si jamais on est dans un terrain qui se draine mal, dans une glaise, ben à ce moment-là, on va surélever la plantation.
Donc, soit on surélève complètement la plate-bande, soit si c'est des plantations isolées, on va faire la technique du monticule du lanceur de baseball. Donc, c'est que plutôt que de planter pour que le collet de la plante arrive au niveau du sol, bien, on va arriver 6 pouces plus haut, puis on va faire notre petit monticule pour que l'eau de surplus puisse être chassée de chaque côté de la plante, tout simplement, toujours en respectant le collet de la plante pour ne pas faire pourrir notre écorce. Quand on travaille avec des plantes acidophiles, donc des plantes qui demandent un pH plus bas, bien là, on va travailler avec le terreau pour plantes acidophiles et petits fruits. Donc, normalement, les plantes vont bien pousser dans un pH entre 5,8 et 6,8. Dans le cas des plantes acidophiles, on va être dans un pH de 5,5 ou moins. Donc, on pense aux azalées, aux rhododendrons, aux bleuets, aux canneberges, aux érelles, mais vous avez aussi d'autres végétaux qui vont aimer apprécier les sols qui sont plus acides. On pense à l'érable de la mûre, la mélanchier, les andromèdes, le raisin d'ours, les clétras, les cornus stolonifera, les hydrangées macrophylla, ce qu'on appelle les hortensias, donc ceux qui font les fleurs bleues. Ça prend un pH acide pour que la floraison soit bleue, sinon elle va être rose. Les empétrums, thé du Labrador, les magnolias, les mériques baumiers, Rubus odoratus, Quercus, Viburnum. C'est des plantes qui peuvent apprécier là, les sols plus acides. Puis au niveau des petits fruits, ben, à part les bleuets, canneberges et érelles, on va avoir aussi aronis, amélanchiers, thé des bois qui vont apprécier les sols acides. Puis au niveau des conifères, ben, les faux cyprès, les mélèzes, les épinettes, les ifs, c'est aussi des plantes là, qui vont préférer les sols qui sont acides. Et puis, au niveau du potager, ben là, si on veut avoir un terreau qui est approuvé pour la culture biologique, on peut y aller avec le biomix. Donc, idéal pour les légumes, les fines herbes. Il va être riche en nutriments, en matière organique. Donc, ça, c'est le terreau qu'on peut utiliser pour la plantation au jardin. Puis, en contexte de sol qui est mal drainé, ou les glaises, comme on parlait tantôt, quand on va faire notre monticule de lanceur de baseball, bien, on peut venir utiliser le compost forestier comme terreau de plantation. Donc, c'est un compost qui est très riche en matière organique, en humus. Il va accroître l'activité microbienne au niveau du sol. Les morceaux d'écorce vont permettre d'améliorer la structure du sol. Puis, en répétant les applications d'une année à l'autre, on va venir améliorer là, la texture de notre sol, on va venir le décompacter. Donc, c'est un terreau compost qu'on pourrait utiliser pour la plantation en contexte de sol glaiseux ou mal drainé. Puis justement, bien, au niveau des fertilisants, on pourrait apporter en début de saison, quand on prépare notre sol pour la plantation, on pourrait utiliser soit compost de crevettes, soit compost forestier, soit fumier de mouton. Donc, je l'utiliserais vraiment comme en début de culture, quand on prépare une plate-bande ou le jardin, on pourrait venir l'incorporer dans le sol. On peut aussi en mettre autour des plantes en début de saison. Ça peut aider, ça peut amener une certaine quantité de matière organique là, au niveau de la plate-bande. Donc, le compost de crevettes, lui, va avoir une charge fertilisante. Là, on voit au niveau du devant du sac les 3 chiffres. 0,6, 1,1 et 1,1. Ça se trouve être notre azote, notre phosphore et notre potassium. Donc, on a 0,6% d'azote, 1,1% de phosphore et 1,1% de potassium. Donc, l'azote va surtout servir pour le développement de la plante, développement aérien, développement racinaire. Et puis, le potassium va aider pour la mise à fruits, la résistance aussi au niveau des maladies. Si on regarde le compost forestier, lui, on est à 1% d'azote, donc l'azote est un peu plus élevé que dans notre compost de crevettes. Puis le phosphore puis le potassium sont moindres, donc 0,5% dans les deux cas. Il faut savoir que les sols québécois sont quand même assez riches en phosphore. Donc en général, on n'a pas besoin d'en ajouter. Donc dans les deux cas, compost de crevettes, compost forestier, on a deux beaux choix là, pour venir amender une plate-bande, un potager.
Et puis sinon, ben, il y a le fumier de mouton aussi, qui est un peu plus économique, mais on voit aussi que la charge fertilisante est moins importante. Donc, on parle de 0,3 autant au niveau de l'azote, phosphore, potassium, mais reste que c'est quand même un bel apport de matière organique au jardin ou dans les plates-bandes. Donc, moi, je pense toujours matière organique, rétention en eau, conditions de sécheresse, canicule de plus en plus présente, changement climatique. Donc, tout ce qui est matière organique là, apportée dans une plate-bande, un potager, ça vient donner un coup de pouce, c'est certain. On entend souvent parler de la terre à jardin. La terre à jardin, moi, je vais la proposer seulement quand les gens vont me dire j'ai un trou à boucher ou un petit peu de surfaçage à faire, je veux que ma plate-bande soit noire. On va y aller plus comme ça. Parce que la terre à jardin, c'est pas une terre de plantation. Il manque des éléments là, pour bien réussir le départ de nos plantes. Donc, c'est un produit qui est plus économique, mais c'est ça. On va s'en servir seulement là, pour le remplissage d'un trou sur le terrain ou un petit peu de surfaçage. Semis et ensemencement. Pour les semis qu'on va partir à l'intérieur, on va y aller avec le terreau Agromix. C'est un terreau qui est utilisé en culture biologique. Il va permettre de faire nos semis, mais aussi nos repiquages, nos boutures. On pourrait faire nos germinations, nos micro-pousses aussi avec le terreau Agromix. Il contient de la mousse de sphaigne, de la fibre de coco. Donc, il va permettre là, une germination rapide. Il est facile à humecter aussi grâce à la noix de coco. Donc, voilà, idéal pour tout ce qui est propagation à la maison. Puis, pour ce qui est du semis de pelouse, ben, ça nous prend aussi un terreau qui est capable de garder quand même bien l'humidité parce qu'il faut penser que nos petites semences de pelouse, de gazon, quand elles vont germer, ben, il faut que la petite racine, quand elle va arriver, elle arrive dans quelque chose qui a un petit peu d'humidité. Elle ne peut pas arriver dans le désert, ça ne fonctionnera pas. Puis quand la semence germe, elle fait une racine, donc il ne faut pas manquer notre coup. Donc, on veut garder notre terreau à pelouse qui va être humide en tout temps pendant la période de germination, d'enracinement. Mais on veut dire humide, on ne veut pas dire détrempé non plus. Donc, on va l'utiliser pour la semence, pour semer notre pelouse, mais on pourrait aussi l'utiliser quand on utilise du gazon en plaque. Ça fonctionne aussi très bien. Donc, l'ensemencement d'une nouvelle pelouse, ben c'est ça, on va avoir préparé là, avec au moins là, un petit peu de terreau à pelouse. Là, on va niveler pour s'assurer que tout est correct. Et puis, on va ensemencer directement sur notre terreau. Puis par la suite, on va prendre le balai à feuilles, puis on va venir incorporer légèrement la semence là, dans notre terreau. Puis, comme je vous dis, l'arrosage devient très, très important. Là, il ne faut jamais que le terreau sèche, donc toujours humide. Donc, on se fie aux fabricants, que ce soit Herbionic ou que ce soit Premier. Donc, on veut regarder les taux d'ensemencement du fabricant. Donc, soit pour l'ensemencement d'une nouvelle pelouse ou pour une pelouse existante. Et puis, en ce qui concerne les pays, eh bien, on a une petite modification au niveau de 2024. On avait commencé le virage en 2023. Donc, on travaille maintenant avec des sacs de 2 pieds cubes plutôt que 3 pieds cubes. Donc, juste à être vigilant pour vos clients. Donc, un 2 pouces d'épais de pays va permettre de couvrir 12 pieds carrés, tandis que 3 pouces va permettre de couvrir 8 pieds carrés. Donc, on couvre un petit peu moins là, qu'avant. Donc, juste vous assurer d'aider votre client à faire son calcul pour avoir le bon nombre de sacs. Donc, le pays va permettre de réduire évidemment les mauvaises herbes dans la plate-bande, puis va garder aussi l'humidité au niveau du sol. Donc, on va réduire la fréquence des arrosages. Mais on va éviter, là, quand on place le pays, qu'il soit directement en contact avec les plantes pour ne pas faire pourrir le collet ou l'écorce.